Bonjour à vous tous. Nous avons pris un peu de retard vu que je sors d'un autre atelier sur la condition animale et l'atelier qui a précédé celui-ci a également débordé un peu. Donc nous sommes dans un atelier sur la question des lanceurs d'alerte. Nous avons voulu inscrire cette question au programme de nos travaux parce que c'est une question qui est devenue centrale aujourd'hui pour faire progresser la démocratie, pour faire progresser l'état de droit et pour faire progresser les droits des citoyens. Et la protection des lanceurs d'alerte, qui sont les vigies par rapport aux manquements, par rapport aux droits, aux manquements par rapport à l'éthique, est extrêmement importante parce que les lanceurs d'alerte prennent des risques considérables pour notre liberté. Ils prennent des risques considérables et ils assument des sacrifices qui ne doivent pas exister. On ne doit pas se sacrifier lorsqu'on agit pour l'intérêt général. Un engagement pour l'intérêt général ne doit pas être synonyme de mort sociale pour ceux et celles qui assument ce courage. Et c'est pourquoi cette question est une question profondément politique. Et dans un moment où de nombreuses institutions se détournent du droit, sont encerclés par des lobbies, préfèrent que des intérêts particuliers et des intérêts qui sont toujours les mêmes, des intérêts économiques, industriels, viennent supplanter les intérêts des citoyens, il est extrêmement important d'accorder une protection aux lanceurs d'alerte pour que les scandales continuent d'éclater. Et je suis député européen et je sais que s'il y avait beaucoup plus de lanceurs d'alerte sur un certain nombre de questions dont on a évoqué, bien des scandales peut-être n'auraient pas vu le jour. Mais je sais aussi que s'il n'y avait pas eu des lanceurs d'alerte, nous ne serions pas aujourd'hui au courant des scandales dont on parle. Donc c'est une question extrêmement importante. Je passe de côté tout ce qu'on m'a préparé pour vous présenter les personnes qui m'accompagnent pour animer ce débat. D'abord, j'ai un grand plaisir à avoir à mes côtés Céline Boussier, qui, vous le savez, est une lanceuse d'alerte qui a eu un courage exceptionnel en dénonçant les maltraitances sur les personnes qu'on appelle handicapées et en particulier sur les enfants. Céline va évoquer son combat et je veux dire que Céline a considérablement contribué au travail dans lequel je suis engagé en ce moment au niveau du Parlement européen concernant un rapport pour donner une protection aux lanceurs d'alerte. Vous savez que l'Union européenne a adopté une directive concernant le secret des affaires. Cette directive est venue affaiblir considérablement la possibilité que des scandales soient révélés. Elle est en fait venue affaiblir aussi la protection des lanceurs d'alerte. Et cette directive est aujourd'hui transposée dans l'ensemble des États membres et elle vient de faire l'objet d'une transposition également au niveau de l'Assemblée nationale. Et dans ce contexte-là, nous avons demandé, nous, au Parlement européen, que la Commission européenne adopte en parallèle, puisque le mal a été fait avec la directive secret des affaires, nous avons exigé qu'il y ait une directive
concernant la protection des lanceurs d'alerte. Cela n'existe pas. C'est un champ totalement nouveau qui est devant nous. Nous sommes véritablement dans un travail de création de droits nouveaux. Et j'ai la responsabilité d'être le rapporteur au Parlement européen sur cette question. Nous avons eu, et j'en parlerai tout à l'heure, une proposition de la Commission. Nous faisons aujourd'hui notre travail d'amendement, et dans le rapport que j'ai présenté, je me suis appuyé évidemment sur l'expérience des lanceurs d'alerte, et en particulier sur l'expérience de Céline, et je veux vraiment la remercier pour la contribution qu'elle a apportée à notre travail. Nous devions avoir aussi avec nous le principal conseiller juridique en France de Julian Assange et de Wikileaks, qui malheureusement n'a pas pu se rendre à nos amphis, mais avec lequel aussi nous sommes en lien constant et en lien permanent. Je laisserai la parole à Céline et je te demanderai également de présenter notre deuxième invité. Alors, merci Younous. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, c'est moi qui voudrais te remercier au nom de tous les lanceurs d'alerte, puisque, comme tu l'as si bien dit, avec le texte du secret des affaires en France, la protection et la protection des lanceuses et des lanceurs d'alerte n'aura plus cours, puisque chaque entreprise qui se cachera derrière le secret des affaires, ce sera de facto la mort des lanceurs et des lanceuses d'alerte, des associations et des journalistes qui vont essayer de faire sortir les scandales. Et heureusement qu'il y a ces amendements que nous avons travaillé ensemble. Pour moi, c'était un honneur, parce que je me dis que l'espoir ne naîtra pas en France, mais viendra de l'Europe. Et alors juste, je vais quand même présenter Gilles Reynaud. Je suis très fière et très contente de l'avoir à mes côtés, puisque Gilles est un lanceur d'alerte au niveau nucléaire. Il est président de l'association Ma Zone Contrôlée et il représente les salariés statutaires et sous-traitants, voilà, du nucléaire. Gilles vous racontera son expérience après. Moi, j'ai dénoncé l'IME de Moussaron en 2013, qui est un IME dans le Gers. Mais cet établissement a une longue histoire, puisque en 1995, il a été dénoncé une première fois pour maltraitance. Le lanceur d'alerte a été condamné pour diffamation. Il a perdu sa femme, sa fille. Il s'est exilé au Canada, en Argentine, et aujourd'hui il est en Espagne. Deuxième alerte en 1999 pour les mêmes faits. Deux lanceuses d'alerte, Bernadette et Christelle, ont témoigné, et toutes les deux ont été de nouveau condamnées pour des faits de diffamation, et des journalistes ont été condamnés à leur côté. 2013, donc, je suis rentrée dans cet établissement en 2008, et il faut savoir que moi j'ai beaucoup entendu, mais pourquoi tu n'as rien dit avant et pourquoi tu n'as rien fait ? Ben, pourquoi j'ai rien dit avant et pourquoi j'ai rien fait ? Lancer une alerte, c'est extrêmement compliqué. On ne se lève pas un matin en se disant, en se rasant dans la glace, je vais enquiquiner mon employeur parce que je ne sais pas quoi faire et je vais le dénoncer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne fait pas le choix d'être lanceur d'alerte, c'est pas un métier, c'est pas un job. Moi, il m'a fallu des années pour avoir des preuves, pour être crédible et entendu, parce que si j'avais rien eu, concrètement, si j'avais pas eu de preuves, je pouvais rien montrer de factuel à l'Agence régionale de santé. Et le 16 mai, pour être très précise, après une énième convocation dans le bureau de la direction, je suis rentrée chez moi et la première des idées qui m'est venue, alors c'était très lâche sur le coup, mais j'étais très fatiguée, c'est clairement un suicide. Parce que je me disais que de toute façon, comme les autres avaient dénoncé avant moi, j'allais pas être crue, j'allais pas être entendue, et que la seule façon à ce moment-là qui me semblait correcte pour pouvoir alerter, c'était cette solution. Je ne l'ai pas fait, bien heureusement. Je me suis mis en arrêt maladie et j'ai, dans un premier temps, dénoncé à l'Agence régionale de santé du Gers, qui, au vu de la gravité des faits, m'a dit on ne va pas le gérer, on va l'envoyer à l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées.
Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as dénoncé? Je parle d'enfants attachés, surmédicamentés, recousus à vif, sans anesthésie, maintenus à 4, pas de suivi gynécologique, pas de dentiste, pas de visite chez le neurologue, alors que pourtant il y avait des traitements neuroleptiques hyper lourds, des enfants nus, enfermés dans des boxes de 3 mètres carrés, sans toilette, sans point d'eau, sans rien, des enfants dans des lits cages, mais dignes du temps de la Roumanie de Ceausescu. Et puis l'enfer, ça peut continuer comme ça très longtemps. Et j'avais des photos, parce que le soir où j'ai dénoncé, je me suis mis en lien avec des salariés, et petit à petit, j'ai constitué un petit dossier. Et donc l'alerte est partie à Toulouse, mais rien n'a réellement bougé de suite comme nous on le souhaitait. Donc je me suis mis à chercher qui est-ce que je pouvais prévenir. Et puis on a commencé à faire les politiques, parce qu'on se disait que c'était la meilleure des solutions. Alors à ce moment-là, j'étais un bébé, très niaise, et j'étais très loin de me douter que j'allais rester dans un silence abyssal. Donc on a commencé par Valérie Trierweiler, qui était la compagne de François Hollande. Pas de réponse. On a prévenu François Hollande, pas de réponse. Tout le gouvernement, aucune réponse. Et puis cette histoire, elle a duré, où je me suis retrouvée face à un silence abyssal. Et la porte de sortie que j'ai eue, quelque part, c'était de dénoncer dans la presse. Ce que j'ai fait. Mais ça m'a coûté 2 plaintes en diffamation contre mon employeur. Et avec une obligation d'être ce que j'appelle assigné à résistance. C'est-à-dire que je ne pouvais pas déménager de chez moi, sauf à en prévenir le procureur de la République. Et c'est monstrueux parce que vous faites votre job de professionnel, votre job de citoyenne, et vous êtes puni. Moi, j'ai perdu mon travail. J'ai fini par être licenciée en une seule fois en 2014. Et puis, pendant que ces 2 ans d'assignation à résistance sont passés, on est monté jusqu'à l'ONU. Voilà. Et sans juriste, sans avocat, on a fait une saisine, mais comme une bouteille à la mer. Et on s'est dit, jamais l'ONU va nous répondre. Et l'ONU nous a répondu. Et j'arrivais pas à y croire, parce que j'ai envoyé un mail à 3h30 du matin, un samedi, où j'ai tout consigné, mais j'ai aussi fait des propositions pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et l'ONU nous a félicité pour le travail qui avait été fait et a condamné la France pour l'accueil des personnes en situation de handicap dans les établissements, a dénoncé l'impunité de ces établissements et a cité expressément l'IME de Moussaron. Et juste pour la parenthèse, parce que je sais que j'ai oublié de la citer, il y a dans la salle quelqu'un sans qui jamais je n'aurais pu arriver à tenir toutes ces années, qui est ma jumelle, ma sœur de combat, à qui j'ai ruiné sa vie en 2013, c'est Marie-Laure Barrigade. On a passé des heures et des heures entières au téléphone, et ça a été la seule élue politique de la République à me répondre et à pas me laisser toute seule. Et elle m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais: on va gravir la face nord-est de l'Everest au cure-dent, à la petite cuillère et à la pince à épiler, mais on va y arriver. Effectivement, on y est arrivé, puisqu'on a porté ça au présidentiel, on a porté ça aux législatives. Moi, j'attendais mon procès pendant ce temps-là, donc ça m'a aidé à passer le temps. Voilà, gentiment. Et le procès a eu lieu, alors je vous la fais courte, en septembre 2017. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'étais pas la seule à être jugée ce jour-là. Didier Borgeaud, qui était le lanceur d'alerte de 95, était également jugé pour avoir fait un nouveau article de presse en 2014. Donc mon procès a duré plus de 3h30, avec une direction dont je me tairai, voilà, éviter de dire ce que j'en pense, un avocat absolument monstrueux. Quand les mamans sont venues témoigner à la barre, à part sourire, je ne sais pas ce qu'il a pu faire d'autre. Et l'avocat nous a dit, après la vision du reportage M6 Zone Interdite, que ces traitements-là étaient réservés à toutes les personnes en situation de handicap en France dans les établissements. Donc tollé général.
Et mon avocat a clairement dit que c'était des actes de torture et que c'était pas normal. Et le délibéré, qu'on attendait tous, c'est la relaxe, puisque je suis aujourd'hui la première lanceuse d'alerte en France à l'avoir été. Mais alors oui, j'entends vos applaudissements et on pourrait se dire que j'ai réussi, mais malheureusement, je suis contente sans l'être, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ces dirigeants aujourd'hui ne sont toujours pas traînés devant la justice. Alors, pour moi, c'est pas une lutte des classes, hein, c'est pas une vengeance, c'est juste la justice. Pour 80 résidents polyhandicapés et leurs familles qui ont été maltraités pendant 23 ans, ils sont toujours en place, puisque la direction n'a pas changé. Parce qu'effectivement, Madame Carlotti avait décidé d'une administration provisoire pour une équipe de direction renouvelée. Mais dans les faits, l'équipe n'a jamais été renouvelée. Et le plus dramatique de l'histoire, c'est qu'en février 2018, nous avons eu une réunion à l'Agence régionale de santé de Toulouse, encore une fois, où la CGT Action sociale m'a accompagnée, puisqu'elle a pris ce dossier depuis le début. On a demandé une énième visite de contrôle à l'IME. Elle a eu lieu en avril 2018 et en juillet 2018, l'ARS nous répond qu'effectivement, il y a bien de dysfonctionnement dans cet établissement, mais le pire de tout, ils nous écrivent noir sur blanc qu'il faut que ces pratiques changent. Ça veut dire que de 2013 à 2018, les gamins ont continué à être maltraités dans l'impunité la plus totale, avec le silence extrêmement coupable de l'ensemble des pouvoirs publics et des politiques de ce pays. Et je trouve ça inadmissible. Voilà. Les personnes en situation de handicap ne sont pas des sous-citoyens, ce sont des citoyens à part entière, avec des droits constitutionnels fondamentaux comme tout un chacun, et que je ne trouve pas normal qu'on puisse les maltraiter. Finalement, certains en arrivent même à s'excuser d'être maltraités quand ils ont le droit à la parole. Je trouve ça lamentable. Et moi, je vous demande à tous, Younous, tu le disais très bien, les lanceurs d'alerte sont des vigies citoyennes. Pour moi, je n'ai pas eu de courage, j'ai juste fait mon job. Dans cette salle, vous êtes tous des potentiels vigies citoyennes. Vous êtes tous des potentiels lanceurs et lanceuses d'alerte. Avec ma relaxe, il y a quand même un espoir. Aujourd'hui, on est entendu, il va y avoir les amendements de Younous. Je vous demande de ne pas avoir peur quand vous voyez des dysfonctionnements dans l'intérêt général, pour que les choses changent et que la société évolue. S'il vous plaît, ouvrez votre bouche, hein, parce que plus vous allez rester tout seul dans votre coin, plus vous allez avoir peur, plus vous allez entretenir ce système de magouille, où on n'étouffe rien, où on étouffe tout, pardon, et où on tait tout, et ça ne s'arrangera pas. Oui. Je m'appelle Rachid Soltani, je suis soignant au CHU de Grenoble. Vous venez de dire, Et le micro arrive. Un, deux. Bonjour à tous. Je suis monsieur Rachid Soltani. Je viens de Grenoble, je suis aide-soignant au CHU de Grenoble et délégué syndical de 8000 personnes. Je suis un peu interloqué, là, ça m'inquiète un peu ce que vous dites, et j'espère que je me trompe. En 2018, vous dites que ça continue encore, cette situation. Oui. Le personnel qui est témoin de cette situation, quelle est leur réaction dans les faits qui leur sont présentés directement quand ils arrivent au travail et qu'ils repartent en fin de journée. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que en tant que professionnel de la santé, de la fonction publique, je ne peux pas accepter une situation qui perdure et que, d'ailleurs, je vous remercie, on se connaît, je vous ai soutenu et je vous soutiendrai encore. Mais aujourd'hui, c'est une situation qui est très grave et à mon sens, le fait d'avoir au tribunal été blanchi, c'est très bien, j'applaudis dès demain, mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui souffrent. Nous sommes dans une société de droit, n'est-ce pas?
Et je pense que le personnel a une responsabilité, c'est qu'on ne travaille pas dans ces conditions. Si vous voulez que ça s'arrête, je ne parle pas à vous, je parle en tant que citoyen, les grèves sur le tas, tout le personnel, on ne peut pas accepter ça. La torture, je comprends tout à fait ce que vous dites, parce que je l'ai vécu ça, moi, n'est-ce pas? Les enfants qui sont dans cette situation, qui comptent que sur les adultes pour pouvoir les défendre. On est bien d'accord? Les défendre et les soutenir et les protéger surtout. Donc pourquoi les médias ne sont pas allés sur les lieux et demander des comptes pour pouvoir justement arriver, les politiciens, etc. Parce que là, c'est pas possible, n'est-ce pas? Alors, la Gestapo, la SS, c'est terminé. On est des professionnels, on ne peut pas accepter faire des soins tous les jours, se présenter au travail dans des conditions de cette situation. Alors, c'est juste une interrogation, hein, mon intervention aujourd'hui. Hein, je ne suis pas le Messie, n'est-ce pas? Donc moi aujourd'hui, en tant que délégué en plus, n'est-ce pas? Donc je vous souhaite, tout le mal que je vous souhaite, c'est d'être élu aux élections européennes, n'est-ce pas? On va s'y employer. Voilà, donc je suis désolé, je parle beaucoup. Non, mais juste, je peux vous répondre hein, concernant les salariés. Et c'est bien parce que du coup, je peux faire le lien avec autre chose. Tous les établissements ne sont pas maltraitants. C'est bien que ça soit aussi clair. Tous les professionnels ne sont pas maltraitants. Maintenant, ces professionnels-là, effectivement, moi, j'ai évité de les salir parce que j'attendais à ce qu'elles montent au créneau, à ce qu'elles m'aident. Ça s'est pas passé comme ça, puisque elles ont placardé et publié ma photo dans l'établissement. Elles ont joué aux fléchettes avec. Elles ont organisé des séances de tractage là où j'habitais, chez moi, à Nérac, en salissant mes enfants. Aujourd'hui, en 2018, quand on a dénoncé, c'est parce que j'avais des preuves. Moi, les salariés qui font des selfies sur leur lieu de travail avec des enfants polyhandicapés, qui les lancent sur les réseaux sociaux sans protéger leur image, pour moi, c'est de la maltraitance. Et finalement, l'impact de tout ça, alors je peux vous en parler tranquillement, puisqu'aujourd'hui, voilà, j'ai essayé de protéger ma fille, mais il n'est pas question que je me taise. Hein. La conséquence de tout ce stress et de toute cette pression a fait que ma fille a complètement décompensé le soir de mon procès et qu'aujourd'hui, elle est hospitalisée en hôpital psychiatrique. Voilà. Elle a craqué sous la pression parce que les professionnels ne nous ont pas aidés. Et pourquoi? La raison est simple, je ne peux pas leur en vouloir. Parce que y a des crédits à payer, il y a des factures à payer. C'est dur à entendre, mais c'est aussi une réalité, parce qu'elles ont eu peur, parce que certaines cautionnaient la direction, parce que plein de raisons. Mais est-ce que, pour autant, on peut en vouloir à ces professionnels? C'est la question que je me pose. Merci, Céline. Le micro ne marche pas. Est-ce que tu peux refaire son switch? C'est bon. J'ai entendu plusieurs fois le témoignage de Céline, et à chaque fois quand je t'entends, c'est la même colère et la même admiration. Tu dis que tu n'as pas eu de courage, mais il faut du courage, parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où les lanceurs d'alerte, ils sont harcelés dans l'entreprise ou dans les institutions, ils sont poursuivis, ils sont condamnés, ils sont jugés et ils sont condamnés. Et c'est exactement ce contre quoi nous essayons d'agir pour offrir un cadre de protection aux lanceurs d'alerte. Je vais vous présenter Gilles qui, par son témoignage, va pouvoir aussi vous permettre de comprendre combien il est difficile aujourd'hui, dans les conditions actuelles, de lancer l'alerte et combien les lanceurs d'alerte ont du courage et doivent être protégés parce qu'ils sont les vigies, comme je le disais, de nos libertés. Gilles, à toi la parole. Merci Younous.
Donc Gilles Reynaud, je viens de la Drôme, j'ai 52 ans et ça fait 32 ans que je travaille dans la filière nucléaire. Donc certains doivent connaître un petit peu la situation de notre parc nucléaire qui est le plus... il y a plus de nucléaire, on va dire, que de partout dans le monde par rapport à la population. On est le pays le plus nucléarisé du monde. Vous devez savoir aussi qu'il y a des difficultés économiques aujourd'hui importantes pour les exploitants, que ce soit EDF, Orano. Orano, donc c'est Areva, c'était Areva jusqu'au 1er janvier 2018. Ils ont changé de nom. Aujourd'hui, ça s'appelle Orano. Et puis le CEA. Il y a d'énormes enjeux dans cette filière, puisque aujourd'hui le courant électrique dans notre pays est en grande partie produit par des réacteurs nucléaires. Et moi je voudrais attirer votre attention sur la situation des salariés. Vous devez savoir qu'aujourd'hui dans la filière nucléaire, qui est donc la troisième industrie en termes d'emploi, la première c'est l'automobile, l'aéronautique et la filière nucléaire, il y a plus de 80% des activités qui sont sous-traitées. Alors la sous-traitance, ça permet quoi aujourd'hui? Ça permet d'être une variable d'ajustement à des coûts sur des chantiers, sur des activités. Donc les salariés, les copains, les camarades qui sont dans cette industrie aujourd'hui sont victimes d'un dumping social qui est considérable. Ce que vous devez comprendre, c'est que les installations sont vieillissantes pour certaines, vétustes. On a des doutes sur des matériaux qui ont été installés. Vous devez savoir aussi que les forges du Creusot, par exemple, il y a eu des falsifications de documents. Ce matériel est aujourd'hui installé quand même sur le parc. On n'est pas sûr de leur résistance en cas de problème. Et que par-dessus ça, se rajoute la problématique de la sous-traitance. Et donc, ce dumping, oui, aujourd'hui nous conduit à faire du nucléaire low cost. C'est le mot qu'il faut utiliser, du low cost. Puisque les salariés ne sont pas considérés, ne sont pas respectés, que nous avons une panoplie d'expositions professionnelles qui est considérable, exposition à l'amiante, au rayonnement ionisant, aux produits CMR, aux produits chimiques. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, c'est le quotidien de beaucoup de salariés dans cette filière. Et quand en face de nous, nos patrons, nos employeurs nous disent écoutez, on ne peut pas vous augmenter parce que en face de nous, il y a une concurrence, parce que le donneur d'ordre, il n'est pas en capacité de pouvoir payer les interventions comme on devrait le faire, ça se répercute directement sur nos conditions d'intervention. Et par exemple, au lieu d'être 4 sur une activité, parce qu'il faudrait être 4, on ne se retrouve plus qu'à 2. Et puis des fois, sur les 2, il y a un primo-intervenant. Et tout ça, vous comprenez que ça dégrade le niveau de sécurité de sûreté nucléaire. C'est des conditions de travail dégradées, et donc à partir du moment où on est en situation dégradée, le résultat du travail ne peut pas être de qualité. Et donc quand on va remettre en service, on aura des problèmes, des fuites, des bruits anormaux. Alors, tant que ça reste au niveau de l'installation, dans une pièce, pas de problème. Pas de problème. On sait faire, on sait gérer, mais peut-être qu'à un moment donné, à force d'aller un petit peu trop loin dans ce dumping, à un moment donné, ça risque de sortir des installations. Et autour des installations, il y a des gens, il y a vous. Et donc tout ça, nous, on veut attirer l'attention sur le fait que les travailleurs aujourd'hui contribuent au niveau de sécurité et de sûreté. Et si on continue ce système de mise en concurrence en permanence, la prochaine étape, c'est quoi? Des travailleurs détachés qui nous remplacent? Est-ce que c'est ce chemin que l'on va prendre? Je ne sais pas, j'espère que non. Que l'on nous remplace par des gens plus compétents, on peut l'entendre, nous sommes des gens intelligents. Mais si ce sont des salariés qui viennent parce que nous, payés au SMIC, aujourd'hui, le patronat estime que nous sommes trop cher payés, comprenez que ça pose des problèmes, quoi. Donc voilà. Après, je voulais quand même faire un petit focus sur ma situation personnelle. L'an dernier, au mois d'octobre, il y a eu les militants de Greenpeace qui se sont introduits sur le site de Cattenom. Vous avez dû en entendre parler. Et puis, le mois d'après, ils se sont introduits, pas très loin de chez moi, sur le site de Cruasmaïs. Donc, à partir de là, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui a été décidée par la rapporteure, Madame Barbara Pompili. Et ils ont décidé donc de comment améliorer le niveau de sécurité et sûreté de nos installations nucléaires.
Donc ils ont auditionné plus de 46 personnes, des ONG, des syndicats, et puis ils nous ont auditionné, nous, l'association Amazon Contrôlée. Parce que justement, quand 80% des activités sont réalisées par des sous-traitants, ils voulaient comprendre exactement quelle était notre situation, quoi. Donc on a expliqué, parce qu'on a juré sur la Constitution de dire la vérité, rien que la vérité, donc c'est ce que nous avons fait. Et puis derrière, il y a eu le rapport qui a été rendu public, le 5 juillet, qui préconise donc un statut spécifique à l'ensemble des travailleurs du nucléaire pour arrêter ce dumping social, qui préconise un meilleur suivi médical par rapport à la prévention des expositions professionnelles. Et puis moi, dernièrement, au mois de juillet, là, j'ai été sanctionné par mon employeur d'une mise à pied de 5 jours. Parce que notre association, depuis 10 ans, parle de ces situations de travail dégradées et qui donc, comme je vous ai dit, pour l'instant reste confinées. C'est pas très grave. Mais à un moment donné, ça peut être beaucoup plus important, quoi. Et ce plus important, c'est vous, c'est les populations. Ce sont les gens qui sont autour de ces sites nucléaires. Donc mon employeur m'a dit, Gilles, on va te sanctionner parce qu'aujourd'hui tu n'es pas un bon VRP de la filière nucléaire. Voilà. Comment je pourrais être un bon VRP de cette filière quand je vois le traitement qui est réservé aux salariés? Je ne peux pas le concevoir. Je suis élu, moi aussi, dans mon entreprise. Je suis dans des instances de CHSCT. Quand on pose des questions sur le suivi médical des gens, la prévention, on voit bien que nos employeurs ne sont pas dans cette stratégie, quoi. Eux, ce qu'ils comptent, c'est que le travail soit réalisé et que surtout, derrière, ils aillent voir le donneur d'ordre, l'exploitant nucléaire, et qu'ils encaissent le montant de la commande. Voilà. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je me retrouve un petit peu embêté par le fait d'avoir témoigné devant une commission d'enquête. Voilà. Donc il y a des gens aussi qui sont allés là dernièrement, l'affaire Benalla par exemple, et puis on a bien vu que ils ont juré comme moi de dire la vérité sur la Constitution, et puis mais je connais pas ce monsieur, on l'a jamais vu, on sait pas qui c'est, et puis on voit le lendemain dans les journaux des photos où ils sont côte à côte. Enfin voilà, c'est un peu révoltant, quoi. Et nous, de parler d'un sujet comme le nucléaire, voilà, ça nous semble aussi important que vous, les civils, la population, vous soyez informés, que vous ayez de bonnes informations. Pas que des communiqués d'EDF ou de Orano ou du CEA qui vous disent « dormez tranquille, tout va bien, on gère ». Non, malheureusement, l'envers du décor, il est autre que ça, quoi. Et c'est pour ça que nous, on essaye dans notre collectif, l'association Amazon Contrôlée, d'attirer l'attention et de dire il y a des hommes et des femmes qui travaillent, ils méritent de la considération, parce que si on continue comme ça, le pépin va nous arriver, quoi. C'est une évidence. Et puis je terminerai donc juste sur ça. Je vous invite à vous rendre donc sur notre site internet qui s'appelle donc Amazon Contrôlée. Il y a une pétition qui est en ligne. Et je vous demande s'il vous plaît d'aller la signer pour soutenir notre droit de liberté d'expression et puis d'avoir une opinion différente à vouloir développer la filière. Merci. Je veux que vous compreniez que lorsque le lanceur d'alerte décide d'avoir une parole publique, il est confronté dans une institution ou dans une entreprise à une situation qui est soit illégale, soit contraire à l'éthique. Et il a le courage, à ce moment-là, de révéler ce qui est devant lui. Mais dans une entreprise ou dans une institution, le salarié est en situation de subordination. Donc, il se retrouve dans une position de très grande fragilité face à la direction, qui lui fait le reproche de manquer aux règles internes de l'entreprise, qui lui fait le reproche de violer le secret professionnel ou le secret commercial. Et c'est là où on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Lorsque nous avons commencé à aborder cette question
au niveau européen, nous avons demandé, et ce que je demande, c'est qu'il y ait une véritable protection qui permette de corriger cette situation de subordination. Or, dans la proposition qui est faite aujourd'hui par la Commission européenne, ce qu'elle dit, c'est que le lanceur d'alerte doit signaler auprès de son autorité hiérarchique les faits. Bon, votre réaction, voilà. Et la réponse, cela ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi nous demandons qu'elle puisse le faire à l'extérieur de l'entreprise ou de l'institution, et que le faisant, elle soit protégée par un système, par la loi. Et c'est important parce que autrement, ça ne marchera pas. Et la deuxième chose, c'est que la Commission européenne a fait le choix de laisser toutes les institutions européennes en dehors du champ de protection. C'est-à-dire qu'un lanceur d'alerte au sein de la Commission européenne, c'est-à-dire un fonctionnaire européen, qui viendrait à connaître d'un manquement au droit ou un manquement à l'éthique ou de pratiques condamnables, se retrouverait totalement démuni, comme l'a été Céline. Pareil pour un lanceur d'alerte au sein d'une agence européenne. Vous avez tous entendu parler d'un certain nombre de scandales au niveau sanitaire ou au niveau environnemental, le glyphosate, etc., le Dieselgate. Eh bien, il faut que dans les agences européennes, également, les lanceurs d'alerte soient protégés. Et c'est pourquoi, dans la proposition que je fais, j'essaie de couvrir ce manque. Et la troisième proposition que je formule, c'est la création d'un véritable office européen de protection des lanceurs d'alerte. Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux États membres pour accorder ce cadre de protection. Vous avez tous suivi l'affaire LuxLeaks et la situation qui a été celle de Antoine Deltour, et ce n'est pas l'État membre concerné ou les États membres qui vont offrir le cadre de protection qu'Antoine Deltour aurait dû bénéficier. Donc il faut un office européen de protection des lanceurs d'alerte, et c'est autour de ces propositions que mon rapport a été déposé. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où ce rapport est discuté, mes propositions sont discutées par les autres groupes politiques au Parlement européen, et nous sommes dans des discussions qui vont reprendre à la rentrée pour trouver les accords pour que les propositions les plus fortes demeurent. Donc je vous invite à suivre avec attention ces débats, parce que le soutien que vous nous apportez, évidemment, nous aide dans la réalisation de nos objectifs dans le travail parlementaire et de construction de la loi. La dernière chose, si j'en avais la possibilité, je pense que c'est aux lanceurs d'alerte. Je pense à Céline parce que je connais très bien son histoire, mais il y en a d'autres, à qui il faut accorder la Légion d'honneur, l'Ordre national du mérite, et non pas à toutes ces personnes indignes qui font aujourd'hui malheureusement parfois honte à ces décorations. Je pense qu'on peut ouvrir le débat et progresser dans la compréhension de toutes ces questions par vos questions et vos interventions et les réponses qui vous seront faites. Juste, avant de
passer aux questions. Moi, j'ai un message à vous délivrer. Alors, je continue mon job de vigie citoyenne, éventuellement de casse-pied, de tourneur, voilà, d'empêcher en rond. J'ai 2 luttes emblématiques, mais que je ne porte pas toute seule. Hein. Je les porte avec Marie-Laure Darrigade. Aujourd'hui, nous avons 2 grosses luttes là sur le territoire français. C'est l'hôpital Pinel. Donc, j'ai l'autocollant Younous aussi. À la buvette, vous avez une boîte où vous pouvez laisser vos messages. L'hôpital Pinel, c'est un hôpital psychiatrique sur Amiens. Ils sont depuis plus de 70 jours en grève. Ils sont depuis plus de 40 nuits dehors à dormir par terre. Ils ne demandent qu'une seule chose, c'est une table ronde avec l'Agence régionale de santé, avec l'UNAFAM, avec la ministre de la Santé, et rien. Ils n'ont rien. C'est des professionnels qui sont dans le silence le plus complet. Ils se battent pour leurs conditions de travail, mais ils se battent aussi pour les patients. Ils appellent à la convergence des luttes. Ça, c'est la première chose. Hein. Et on peut leur tirer leur chapeau parce que tenir comme ça, 70 jours avec 40 nuits dehors, commence à faire froid. Et la deuxième des luttes, c'est celle que vous avez devant là. Il y a la loi Elan. Et l'article 18 en particulier, si elle passe, c'est gravissime. La République en marche arrière a baissé de 90%, c'est énorme, le droit au logement accessible pour les personnes en situation de handicap. Et clairement, avec ces mesures, le gouvernement d'Emmanuel Macron, par l'intermédiaire d'Agnès Buzyn et de Sophie Cluzel, est en train de légaliser et d'institutionnaliser la maltraitance. On est tous concernés aujourd'hui, que ça soit à domicile, en institution. Un jour, vous allez vieillir. Je vous souhaite de vieillir dignement. Vous allez peut-être être malade, vos proches vont peut-être être en hôpital psychiatrique ou autre. On est tous concernés. Je vous demande de rejoindre ces luttes. Quand même, pour le petit exemple, on a une association sur Toulouse qui s'appelle Handi Social, avec Odile Morin à 10, en fauteuil roulant. Ils ont bloqué le convoyage de l'Airbus A380 entre Bordeaux et Toulouse. Moi, je dis 10 personnes en situation de handicap de nuit. Chapeau bas, quoi, respect. Bravo. Donc, merci beaucoup, Younous. J'imagine que pour l'office du lanceur d'alerte, la protection sera totale, c'est-à-dire une protection juridique, psychologique, parce que depuis 2013, on a vécu pas mal de choses. Hein. Ça a été très très compliqué. Et protection financière aussi, parce que Céline est très modeste et il y a des choses qu'elle ne va pas dire et je ne dirai pas à sa place, mais elle a sacrément morflé sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, par exemple, elle est invitée aux amphis. Et bien bizarrement, il y a 4 jours, elle a reçu sa radiation de Pôle emploi. Et ça, c'est systématique, c'est-à-dire qu'on ne compte plus les recours, que ce soit Pôle emploi, que ce soit la CAF, que ce soit l'EDF, enfin que ce soit tout ça. Tout à l'heure, c'est Rachid, c'est ça, tu parlais du système. Il faut savoir que dans le Gers, on ne se bat pas seulement contre l'IME de Moussaron, et ça, moi, je vais le dire, parce qu'avec ma casquette politique, c'est pas grave, si je me retrouve au tribunal, j'irai, et puis c'est tout. Mais on se bat contre une oligarchie locale, et on s'est confronté à tous les acteurs, c'est-à-dire le procureur qui n'a pas tenu compte du rapport de gendarmerie, qui a classé 9 plaintes, c'est ça, sans suite. Il a classé 9 plaintes sans suite, dont celle de la ministre, alors que les faits étaient pourtant prouvés pour détournement de fonds, et une qui a eu un non-lieu sans que la famille soit tenue informée du jugement. Voilà. Donc le procureur est mouillé. Les présidents des conseils départementaux, quand vous avez des gamins qui sont placés au titre de l'aide sociale à l'enfance et qui sont sous tutelle, ils sont sous la tutelle du président du conseil départemental. Vous aviez plein de gamins dans cette situation à l'IME de Moussaron. Ce qui veut dire que logiquement, ils auraient dû être visités, avoir des visites, des contrôles et qu'on prenne bien soin, je dirais, de leur bien-être. Quid de cette question-là, on ne sait pas.
Et donc, il y a eu plein comme ça, il y a eu plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de niveaux d'alerte qui ont été chantés. On est monté jusqu'à certains ministres qui ont couvert. Donc nous, ce qu'on attend, là c'est vrai que cette victoire, c'est une victoire amère. Nous, ce qu'on attend maintenant, c'est que les coupables et les complices, je dis bien les complices, et là ça va faire grand bruit, jusqu'à quelqu'un qui se présente à la municipalité de Barcelone, Monsieur Manuel Valls, je pense à Laurent Fabius, je pense à plein de gens comme ça. J'ai pas peur de les citer parce que c'est des gens qui ont couvert ce scandale et il est temps que ça sorte. Après, il y a une seconde chose qui est importante. Quand on est travailleur social, quand on est citoyen et qu'on ne dénonce pas un acte de maltraitance, c'est un crime et c'est puni par la loi. 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Voilà. Ce qu'il est important aussi, c'est qu'on puisse avoir un texte clair, net et précis sur la maltraitance en institution, sur la maltraitance des personnes vulnérables. Parce que là, on a un vide juridique qui fait que, y a toute une frange de la population qui s'appelle les oubliés de la République, et ces gens-là, ils sont victimes. Donc, on était à la conférence sur la souffrance animale où on réclame des choses, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'on a des personnes qui sont moins bien traitées que les animaux dans les refuges de la SPA aujourd'hui en France. Et ça, c'est important de le signaler. Et ce qui est important de signaler à l'aube des élections européennes, c'est qu'on ne fait juste que réclamer la stricte application de la Convention internationale ONU sur le handicap. On en est juste à réclamer l'application de nos droits humains. Et ça, c'est très important. Et on sait maintenant, la France bafoue tous les jours. La loi Elan, c'est un exemple, justement, du fait que Macron bafoue les droits humains et n'en a mais strictement rien à faire. Donc quand il a déclaré qu'il voulait faire du handicap sa priorité, je pense qu'en fait on était prioritaire au niveau des attaques. Fallait le prendre à l'envers. Donc voilà, c'était juste mon intervention. Et moi je vais compléter juste parce que quand tu parles de maltraitance, moi, on parle bien de maltraitance. La maltraitance, c'est de la maltraitance. On ne peut pas dire que c'est de la non-traitance pour ne pas parler de maltraitance. Je vous le dis parce que je l'ai entendu dans une émission radio où, quand on a commencé à poser le terme de maltraitance, la personne a répondu « non, c'est de la non-traitance ». Moi, c'est pas possible pour moi d'entendre ça. Et sur la responsabilité des politiques et notamment de l'Agence régionale de santé, et là, je fais un lien avec Gilles. L'affaire Benalla, il aurait dû avoir la plainte article 40 du Code de procédure pénale. Affaire Moussaron, c'est pareil. L'Agence régionale de santé aurait dû déposer plainte, article 40, elle ne l'a pas fait. D'autres questions? Si vous pouvez parler, attendre le micro pour vous exprimer. Je tombe des nues, complètement. Je savais qu'il y avait de la maltraitance. Mais là, comme vous êtes en train de l'expliquer, je ne comprends rien du tout. C'est comme si j'étais passée dans un autre monde. Et je me dis, mais les gens qui maltraitent eux-mêmes, ils vivent des choses difficiles. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces gens-là? Parce que quand vous parlez de vos collègues, par exemple, qui ne peuvent pas dénoncer parce qu'il y a un crédit, il y a tout un tas de choses concrètes qui fait qu'elles subissent le comportement de leurs collègues et comme elles vont devenir pareilles, peut-être, tous ces gens-là sont maltraités, maltraités. Alors, moi, je pensais qu'il y avait quand même une législation qui nous protégeait. Il y a eu un moment dans ma vie où je devais dénoncer justement certaines maltraitances familiales. Mais c'était rien du tout à côté de ce que vous racontez. C'était... Alors moi, je vais compléter. Effectivement, vous avez raison. Alors, il y a la loi du 2-2002. Dans notre profession, tout le monde la connaît. On a cet outil. Et logiquement, si cette loi-là était appliquée, on ne devrait pas arriver à des situations pareilles. Mais au-delà de ça, le problème, c'est pas tant... Alors, il y a la maltraitance, mais il y a aussi une autre chose. C'est que logiquement, les institutions devraient être contrôlées par l'ARS. Mais ce que disait Marie-Laure, c'est que l'ARS dépend de l'État. Alors que si on prend le texte de l'ONU, article 15 ou 16, alinéa 3,
la France l'a ratifié, l'a signé, et normalement, les contrôles devraient être faits par des organismes indépendants de l'État. Et là, ce n'est pas le cas, puisque ARS, État, même combat. Donc, effectivement, si les contrôles avaient été menés dans cet établissement, on n'en serait pas là aujourd'hui. En 97, le rapport de l'IGAS, il était clair. L'IGAS, c'est les bœufs carottes de l'État. Le rapport de l'IGAS, déjà, il parlait de maltraitance, déjà, il parlait de détournement de fonds. Cet établissement aurait dû fermer. Il n'a pas fermé. On est sur un scandale politique pur et simple. Moi, j'avais une question par rapport au volet législatif. S'il y a un statut de lanceur d'alerte au niveau européen qui est voté, décidé, que c'est inscrit dans la loi, quelle va être sa mise en application face à la loi secret des affaires qui vient d'être votée et mise en place en France? C'est une excellente question. Et précisément, cette directive que nous avons demandée, elle intervient après la directive sur le secret des affaires. Parce que nous avons fait le constat que cette directive fragilisait considérablement les lanceurs d'alerte. Et l'objet de cette directive va être justement d'offrir un cadre de protection. Donc il faudra voir ensuite comment va s'établir l'articulation entre, d'une part, la directive secret des affaires, qui, elle, est entrée en vigueur, ou en tout cas en voie d'entrée en vigueur dans l'ensemble des États membres, mais il n'y a pas non plus d'harmonisation, parce qu'il ne s'agit pas d'un... Enfin, tout ça est un petit peu compliqué, il ne s'agit pas d'un règlement européen, mais d'une directive européenne. Et lorsqu'il s'agit d'une directive, il n'y a pas d'harmonisation. La marge de manœuvre laissée aux États membres est un peu plus importante. Mais enfin, bon, il y aura quand même ce nouveau cadre protecteur qui sera, je l'espère, voté. Et mon ambition, c'est qu'il y ait le cadre protecteur le plus fort possible, justement pour pouvoir parer aux effets très négatifs de la directive secret des affaires. Pour aller un peu plus loin dans ce que vous disiez, vous avez entendu tous parler de l'affaire Benalla. Bon. Et puis aussi de l'article 40 qui fait obligation de dénoncer des faits délictueux. Mais il est vrai qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui, dans un certain nombre de corps, et je pense à la police en particulier, de donner l'alerte. Parce que, à la fin des fins, vous retombez sur des autorités hiérarchiques qui vont vous faire payer très lourd le prix de la dénonciation. Et c'est pourquoi le caractère indépendant et supranational permet d'avoir une meilleure protection du lanceur d'alerte. En France, vous savez, on ne supporte pas, lorsqu'on tient une parole qui est parfois contraire à celle de l'État. Je ne dis pas qu'il s'agisse d'un lanceur d'alerte, mais tu parlais tout à l'heure des propos qui avaient été faits devant une commission d'enquête et pour lequel cette personne a subi des représailles. Mais souvenez-vous, même si je ne pense pas que ce soit un lanceur d'alerte, mais souvenez-vous quand même que ce général en chef de l'armée française qui vient devant une commission parlementaire, eh bien, il se voit sanctionné. C'est dire. D'autres questions? Oui, monsieur. Et Karine, d'abord. Karine. Alors, moi, je considère que les lanceurs d'alerte sont essentiels, qu'ils sont peu nombreux, comme l'étaient les résistants. Et que tout cela a forcément un coût moral, financier, social,
mais qu'il n'y a pas de progrès sans ce genre d'action dans les sociétés. Après, Younous, puisque tu travailles sur un projet de loi et tout ça, je pense qu'il y a un lien qui est important à faire aussi avec ces situations, et peut-être, je ne sais pas comment tu peux l'apporter politiquement dans les débats qui peuvent être menés au niveau de l'Assemblée européenne, mais il y a la question du lien entre ce dont sont témoins les gens et la souffrance au travail que ça fabrique. Moi, je voudrais illustrer mon propos, par exemple, avec ce qu'il se passe là où je travaille, c'est-à-dire à Air France, et à ce que nous avons à gérer sur la question des personnes expulsées du territoire, qui sont mises dans nos avions, dont je rappelle, notre vocation est d'être une compagnie aérienne commerciale. On n'est pas censé faire voyager ou expulser des personnes dont on sait qu'elles vont être soit exécutées dans leur pays, soit exclues sur place. Et nous aussi, moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir en ligne des personnels, soit navigants, soit des personnels au sol qui ne supportent plus qu'on leur demande de participer à cela, mais qui en même temps n'ont pas les outils, puisqu'on a été quelques militants à faire des interventions, et c'est systématique, c'est garde à vue, retrait de badge, licenciement. Ça veut dire que si on n'a pas le rapport de force, la CGT a mené des actions contre des expulsions et on a empêché. Mais parce que dans le même temps, on était inscrit dans un rapport de force suffisant pour dire si les militants sont incriminés, nous on vous bloque les aéroports. Voilà. Mais la personne qui est témoin, le commandant de bord, parce qu'il faut voir comment ça se passe, comment les gens sont attachés, des fois même presque, ligotés. Ce sont des femmes, ce sont des enfants, ce sont des hommes. On a un centre de rétention où c'est une zone de non-droit à l'aéroport de Roissy, où les choses se sont aggravées puisque Macron vient d'augmenter le nombre de jours de rétention en ces lieux. Pour y être allé, je peux vous dire que c'est vraiment une zone de non-droit, parce que ce sont des gens qui n'ont pas d'identité, pas de papier, pas de droit. Donc tout est permis, notamment sur les femmes, d'ailleurs, notamment sur les femmes. Je trouve qu'il faut toujours qu'on fasse attention de ne pas juger les gens qui, peut-être, pour nous, pourraient apparaître pour des gens qui n'ont pas le courage d'intervenir. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont pas en souffrance, parce que nous aussi, individuellement, on est toujours peu ou prou témoins de choses. On va passer sur un trottoir où il y a quelqu'un qui est complètement démuni et on ne va pas agir non plus. Et ça aussi, c'est une injustice. Donc nous aussi, on ne réagit pas, parce qu'on ne peut pas non plus, parce que c'est aussi une souffrance et que l'être humain a besoin aussi de se protéger. Mais je pense que dans l'articulation de la loi, comme il y a au niveau des entreprises des questions autour des risques psychosociaux, de la souffrance au travail, je pense que c'est un angle qui doit aussi être abordé dans les débats qui sont portés au niveau des parlementaires. Merci beaucoup pour ton intervention, qui est très très juste et très pertinente, et qui touche une question importante actuellement, et à la rentrée, dans les négociations que j'aurai avec les autres groupes politiques, pour qu'il n'y ait pas un champ limitatif, en fait. Voilà. Donc c'est une bataille voilà, une discussion actuellement. Certains sont pour un champ limitatif, c'est-à-dire qu'on désigne précisément les champs qui rentrent dans le cadre de cette directive, et je fais partie de ceux qui sont pour le caractère inconditionnel, et cela permettrait par exemple de couvrir les situations que tu as évoquées. D'autres questions? Oui, monsieur. Si on peut faire passer un micro. Ah, Alexandre. Bonjour, donc je m'appelle Alexandre. Je vous remercie beaucoup de vos témoignages qui, moi, humainement, m'ont beaucoup touché, parce que je sens que c'est un cri du cœur à la fois pour vous, monsieur, et pour vous aussi, madame, en tant qu'expérience humaine. Je pense aussi à
que la situation de la personne qui se place en lanceuse ou lanceur d'alerte. Je pense à Raphaël Allais aussi, je pense à Antoine Deltour, avec toute une logistique, une machine de guerre juridictionnelle qui se lance contre vous, avec toutes les violences qu'il peut y avoir dans votre vie privée, votre vie de famille. Effectivement, comme le dit M. Younous Omarjee, je pense que clairement, il faut énormément de courage pour arriver, malgré cela, à arriver à mener sa barque et à arriver à avancer malgré vents et tempêtes. Mon interrogation, en fait, c'est si on reprend un petit peu la chronologie législative de tout ce qui fait rapport au secret des affaires, il y a eu d'abord la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, enfin la loi Macron en fait en 2015. Il y a eu la directive des secrets des affaires votée en commission jury, commission parlementaire jury en juin 2016 avec Axel Voss et Constance Le Grip. Et ensuite, il y a eu la transposition de cette directive dans le droit français en mars 2018, avec précédemment dans l'amendement sur la loi Macron en 2015, c'était déjà Richard Ferrand qui était déjà à la barre, à la manœuvre de cet amendement qui finalement avait été rejeté à force de pression médiatique. La question que je me pose, moi, c'est est-ce que finalement le fait que ces tentatives, cet acharnement thérapeutique à essayer de nous passer cette directive secret des affaires, au final, tous ces dispositifs visant à museler à la fois le travail journalistique et le travail citoyen, est-ce que finalement c'est pas un phénomène un petit peu de longue traîne auquel on a à lutter? Est-ce qu'on va pas avoir à lutter encore contre ça pendant une bonne vingtaine, trentaine, quarantaine d'années? Est-ce que vous pensez, c'est une question personnelle que je vous pose, est-ce que vous pensez que la veille citoyenne va pouvoir durer autant de temps? Est-ce qu'on va arriver à tenir la longueur face à un tel acharnement législatif? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question s'adressait plus précisément à monsieur le député européen. C'est actuellement, vous avez proposé tout un ensemble de solutions pour légiférer sur le secret des affaires à échelle européenne. Alors, il y a eu cette excellente question justement sur la corrélation entre le droit européen et le droit français. Il y a cette question beaucoup plus tactique qui est, est-ce que vous pensez en l'état actuel de vos discussions, de vos négociations avec les différents groupes politiques, qu'une majorité pourrait être dégagée sur les différentes dispositions que vous proposez? Voilà, je vous remercie. Oui. Tu réponds pour la première partie tout à l'heure. On va répondre à Alexandre immédiatement sur la dernière partie de la question. Lorsqu'on s'engage dans une discussion, on ne s'engage pas battu d'avance. Bon. Je suis rentré dans la bataille, par exemple, sur la pêche électrique, que beaucoup considéraient comme étant une bataille perdue d'avance, et finalement nous l'avons emportée dans des conditions aussi favorables, puisque nous avions eu l'appui important des citoyens et de l'organisation Bloom, mais l'ensemble des groupes politiques sont venus sur nos positions. On ne rappelle pas suffisamment que le groupe des Verts avait voté contre notre proposition en commission, c'est-à-dire la proposition d'interdire la pêche électrique. Ils ont voté contre en commission pêche. Mais ils étaient contre. Et puis, à la fin des fins, tout le monde est venu sur la proposition que j'ai formulée. Donc, je rentre dans cette bataille avec des propositions fortes. Nous aurons des négociations en compromis et j'espère qu'à la fin, la proposition la plus forte l'emporte. Et puis, on verra bien. On verra bien. Céline, si tu veux répondre sur la première partie des questions. Alors sur la première partie, moi je crois fermement on va pouvoir tenir.
Il y a des batailles qui sont victorieuses. La nôtre, et pas la mienne. La nôtre en était une, d'autant plus que, moi c'est ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais ma relaxe, elle a été argumentée avec la loi Sapin, alors que concrètement, normalement, l'alerte santé-environnement était sortie du dispositif. Moi je me dis... j'appelle à la convergence des luttes parce que seul on n'y arrive pas. Moi je suis fière du combat qu'on a mené contre l'IME Moussaron parce que ça a été une bataille collective d'intérêt général. Il y a eu des associations, je peux citer le groupe Polyhandicap France, je peux citer des SF47, il y a eu des personnalités, il y a eu un seul syndicat, la CGT, parce que de toute façon celui de la boîte m'a traîné dans la boue, donc il y a eu le mouvement de la France Insoumise. Vous étiez tous là à me soutenir, à relayer, et on est quand même aujourd'hui la première force d'opposition de gauche. Tous les insoumis ici, tous les groupes d'action participent finalement à ce mouvement de résistance et de lutte, à toutes les batailles sur le territoire français pour s'opposer aux lois qui sont en train d'être mises en place et qui sont restrictives dans nos droits, dans nos façons de bouger. Et moi j'y crois à ça. On va pouvoir tenir maintenant, effectivement. Il faut fédérer, il faut continuer à aller sur le terrain, il faut continuer à aller chercher les gens, il faut continuer à soutenir les luttes et il ne faut pas lâcher, quoi. Mais rien. Enfin, moi j'ai toujours dit à mes enfants, debout toujours, à genoux jamais. Très bien. On va prendre les dernières questions. Monsieur. Oui, c'est peut-être une position un peu naïve, mais il existe d'autres cadres dans lesquels on peut avoir à récupérer des dénonciations. Par exemple, je pense notamment au niveau des impôts sur le revenu, où on est capable de garantir l'anonymat de la personne, de la protéger et de s'assurer à ce qu'il n'y ait aucune possibilité d'avoir quelques retours contre elle possibles. Est-ce que ce ne serait pas une partie de la solution de pouvoir garantir à la personne qui est lanceur d'alerte de ne pas être la cible et de la presse et de tous les mouvements et de toutes les administrations parfois, etc. Simplement parce qu'on sait qui c'est? Absolument. Et j'ai commencé en disant que nous sommes en train de créer un droit nouveau. Et c'est ce vers quoi, effectivement, il faut tendre, et c'est ce vers quoi vont les propositions. Je n'ai pas répondu à la question sur les conséquences financières, parce qu'il est vrai que le préjudice financier est souvent important pour le lanceur ou la lanceuse d'alerte et pour toute la famille. Et dans la proposition que nous faisons, nous demandons qu'il y ait des dédommagements pour les pertes effectives ou les pertes futures. Et là encore, ça fera l'objet de discussions entre les groupes politiques. Mais j'ai bien espoir que celle-là continue à figurer dans le vote qui sera voté au final. Une ou deux dernières questions. Monsieur avait demandé la parole. Oui, non? D'accord, madame. Oui, il y a un élément qui est d'autant plus important dans votre bataille, en fait, en dehors du fait qu'elle est extrêmement courageuse, c'est que moi je travaille dans un secteur qui est celui de la santé, mais tu as évoqué tout à l'heure, Marie-Laure, le secteur notamment du social, et là, toi, du médico-social, et dans le public. Or, dans la fonction publique hospitalière, tu l'as dit un peu, on a encore la possibilité, notamment parce qu'on est par notre statut en tant que professionnel, enfin moi je suis infirmière et syndicaliste, et c'est le rôle des syndicalistes que de dénoncer par l'intermédiaire des CHSCT des droits d'alerte les situations qui mettent en danger les patients ou les résidents. Voilà, ça se fait tous les jours, parce qu'on pourrait croire que, et tu as bien fait de le dire et je crois qu'il faut le dire,
que les premiers remparts pour défendre la bientraitance des patients, c'est d'abord les professionnels de santé. Et c'est pour ça qu'ils sont en grève aujourd'hui à Pinel, c'est pour ça qu'ils étaient en grève à Rouen, en hôpital psychiatrique, c'est pour ça qu'ils sont en grève dans des IME, dans les EHPAD, voilà. Mais il y a une différence, parce que les salariés et les professionnels qui sont dans le secteur de la fonction publique hospitalière, quelle que soit leur structure, et c'est pareil dans le social, ont encore la chance d'avoir leur statut, d'avoir les CHSCT qui leur permettent justement et aussi d'être syndicalistes quelquefois, et moi je l'ai fait à plusieurs reprises, des droits d'alerte et des dénonciations, qui leur permettent d'échapper à ce que vous avez vécu. Voilà, parce qu'on a notre statut. On ne peut pas nous licencier. Alors, évidemment, on a des difficultés, on va nous changer de service, il y aura des pressions, etc. Mais on a ce statut qui nous protège. Et c'est important de le dire parce que tous les jours, moi je peux vous dire, et je suis une vieille syndicaliste, je fais partie de l'espace des luttes sociales avec d'autres camarades, je peux vous dire que tous les jours, dans tous les établissements, les professionnels dénoncent ces situations. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils sont en lutte parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Vous connaissez, je pense qu'on a tous des expériences de vécu là-dessus, donc il faut le dire. Mais demain, ces CHSCT, on sait très bien que ils vont disparaître. Alors, dans le secteur privé d'abord, mais dans le secteur public, avec notamment les groupements hospitaliers de territoire et des fusions d'instances, on n'aura plus cette possibilité. D'où l'importance de votre bataille. Voilà. Mais il faut dire que tous les jours, les professionnels, parce qu'il y a des syndicalistes, à travers les droits d'alerte, se battent pour la bientraitance des patients. Et on a même réussi, alors c'est pas toujours efficace, mais dans les établissements, maintenant, il y a obligation de faire des fiches d'incidence, qu'on appelle des fiches d'incidence. Il y a certains qui travaillent, on appelle ça comme ça, chaque fois qu'il y a des situations qui peuvent mettre en danger les patients et les résidents. Voilà, je voulais le dire quand même. Moi, bravo à vous. Mais je vais compléter tes propos parce que effectivement, il y a le CHSCT et il y a des délégués syndicaux. Sauf que, pourquoi dans certaines entreprises, il y a lanceur d'alerte? Parce que dans certaines entreprises, ça n'arrive pas tous les jours, hein, mais dans certaines entreprises, le CHSCT ne fonctionne pas et le syndicat ne fonctionne pas. Clairement, l'exemple concret, le CHSCT ne m'a pas aidé, il m'a traîné dans la boue. Force ouvrière qui était... Je vais prendre un procès pour diffamation, mais j'assume. Force ouvrière qui était le syndicat de ma boîte, m'a traîné dans la boue, a publié mon dossier prud'homal dans la dépêche du Midi du Gers. Enfin, ils ont tout utilisé, ce syndicat-là a tout utilisé pour me faire taire et m'accuser d'être une menteuse. Heureusement, alors là, bon, pour le coup, c'est la CGT qui m'a aidé. Je me suis syndiquée après, mais c'est pareil. Le lanceur d'alerte, les lanceurs d'alerte. Alors, on n'a pas dit ce que c'était, mais le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui dénonce dans l'intérêt général et qui ne le fait pas pour lui par intérêt personnel. Moi, j'ai fait le choix de me syndiquer, d'autres ne l'ont pas fait, mais voilà, pour l'instant, jusqu'à maintenant, on les avait, ces structures-là. Bien sûr. Mais là où vous avez raison, c'est que plus les droits des travailleurs sont affaiblis dans l'entreprise, et plus c'est compliqué aussi pour les lanceurs d'alerte. Et c'est pourquoi il faut tout lier. Je veux dire, la question de la loi travail, par exemple, n'est pas étrangère non plus à la question de la protection des lanceurs d'alerte. Tu voulais faire un complément ? Je voudrais faire un complément concernant donc, les sous-traitants du nucléaire, dans la mesure où nous, c'est un rapport commercial que nous avons avec un donneur d'ordre. Nous ne sommes pas propriétaires des installations. Il y a donc un CHSCT de l'exploitant. Et nous, quand on soulève des problèmes, c'est nos directions qui nous tombent dessus en disant mais on va perdre les marchés, quoi. À force de demander à ce que nos conditions de travail soient correctes et qu'on travaille dans les règles de l'art dans le nucléaire, on va perdre les marchés et la concurrence va la prendre. Donc ça aussi, pour nous, ça devient très compliqué parce que voilà, les CHSCT, vous l'avez dit, ça va disparaître. Hein, et dans le nucléaire, voilà, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, quoi. Est-ce qu'on doit accepter l'inacceptable ? Je pense pas. Je pense pas. Et ça aussi, il faut que les salariés, à un moment donné, on ait un petit peu le courage de dire ça, je ne peux pas le tolérer. Si on doit travailler à 4, on travaille à 4, point barre. Et on applique ce qu'on a appris en formation et on ne va pas déroger à ça, quoi, parce que c'est du nucléaire. Juste pour compléter, j'étais en train de dire avec Younous, là aussi où je trouve que Younous et toute son équipe a
à qui je rends encore hommage une nouvelle fois, parce qu'ils ont bien saisi la problématique des lanceurs d'alerte et chose extrêmement rare, ils nous ont laissé parler, parce que ras-le-bol des gens qui parlent des lanceurs d'alerte à la place des lanceurs d'alerte. Younous, ouais. C'est comme les ONG qui sont censées nous défendre, dont une m'a dit que comme j'étais accompagnée par la France Insoumise, je pouvais rester toute seule. Mais Younous, en fait, a compris l'importance aussi de la présence syndicale. Et chapeau bas parce que là, il a fait converger finalement et syndicats et politiques, comme quoi ça existe. Hein, on nous tire dans les pattes qu'on ne sait pas converger, mais c'est pas vrai. Puisque dans les amendements de Younous, il y a effectivement la possibilité que le lanceur d'alerte soit accompagné par un syndicaliste. Et moi je dis chapeau bas parce que enfin quoi, voilà. Maintenant, vous avez bien compris que toute la difficulté, c'est de faire en sorte que ces propositions survivent au processus des compromis, parce qu'au Parlement européen, c'est la culture du compromis. Personne n'a de majorité absolue, c'est pas comme à l'Assemblée nationale, donc il faut des accords entre les groupes politiques. Donc nous avons devant nous un travail de conviction. Nous allons aussi voir quel est l'engagement des autres groupes politiques sur ces questions. Et nous sommes à la veille d'une campagne pour les européennes, et je le dis à travers la vidéo filmée, les autres groupes politiques sont dans un moment de vérité. Aussi bien le groupe des Verts que le groupe social-démocrate, que le groupe correspondant aux Républicains, disons le PPE. Nous, ça sera un moment de vérité. Et la campagne électorale sera aussi un moment de vérité pour dire quelle a été la position des uns et des autres. Nous allons mettre un terme à cet atelier qui, j'espère, a été instructif et pédagogique. J'espère qu'il vous aura permis de cerner un peu mieux cette question. Et faute de pouvoir véritablement disposer aujourd'hui de la protection des institutions, les lanceurs d'alerte ont besoin de la protection des citoyens. Et vous devez être à leur côté en tant que citoyens, en tant que militants associatifs, en tant que militants politiques, ici à la France insoumise. Mais nous aurons l'occasion, dans d'autres cadres, de reparler de ces questions, et je vous invite tous de suivre les débats qui auront lieu à la rentrée au Parlement européen sur cette directive de protection des lanceurs d'alerte. Merci à vous tous.